Oh, Voilà, nickel, nickel. c'est bon, c'est bon. Excusez ces quelques minutes d'hésitation. Alors, je vais donc vous parler de la renaissance de la coopération médicale au Cambodge, médicale et chirurgicale, après le génocide des Khmers rouges. Mais avant d'aborder ce thème principal, je voudrais replacer ça dans le contexte historique et le contexte géopolitique qui est très compliqué au Cambodge. Ici, c'est l'emblème royal du Cambodge, les armoiries du royal du Cambodge, et ici, c'est le drapeau du Cambodge. Alors, quelques mots sur le Cambodge lui-même. Le Cambodge est un petit pays qui est situé à un peu plus de 11 000 km de la France. Il a, au recensement de 2018, 15 millions d'habitants, 15 700 000. On pense maintenant aux environs 17 millions. Il mesure à peu près le tiers de la surface de la France, 180 000 km². La capitale, c'est Phnom Penh. Ce pays qui est à l'ouest de l'Asie du Sud-Est est compris entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Il y a deux grands fleuves très importants sur le plan économique que sont le Mekong et le Tonlé Sap. Ils ont fait toute la richesse du Cambodge sur le plan de l'agriculture, car chaque année, ils inondent les plaines du Cambodge et permettent la culture du riz. La bordure maritime est en fait très courte. Elle ouvre sur le golfe de Thaïlande, seulement 440 km. Le port principal, Sihanoukville, est en complet remaniement à l'heure actuelle, sous l'influence chinoise, en complète réhabilitation, et il ne ressemble plus au Sihanoukville que j'ai connu il y a quelques années. On n'a pas pu y aller, c'était interdit à notre époque. Oui, c'était un paradis avant. Alors, quelques mots d'histoire sans remonter jusqu'à la période ancienne néolithique. Je me suis arrêté au royaume d'Angkor, qui est très important sur le plan non seulement touristique, mais sur le plan historique. Et je voudrais surtout vous parler du roi Yavarman VII, qui a été le roi le plus important entre 1181 et 1227. Il a apporté au Cambodge le bouddhisme Mahayana, car avant c'était le culte hindouiste à Shiva, etc. Et il a fait de ce petit pays qui était encore au sud-est, au nord-est du Cambodge, au bord du lac Tonlé Sap, un empire immense. Ça a été le plus grand empire de l'Asie du Sud-Est, l'empire Khmer. J'en reparlerai dans quelques instants. Il avait, et ses caractéristiques, déjà une très grosse préoccupation pour la santé et le bien-être de ses sujets. En particulier dans cet empire, il avait, et ça m'a beaucoup frappé, créé 103 hôpitaux qui, dit-on, fonctionnaient bien et qui étaient tous équipés d'une pharmacopée de plantes médicinales renouvelées en permanence, abondées en permanence, 35 plantes médicinales dans chaque hôpital. Et on retrouve sur le temple Taprom sa devise qui marque l'esprit de tous les médecins: c'est la douleur des sujets qui fait la douleur des rois et non leur propre douleur. Alors ici, vous trouvez le temple d'Angkor Wat, le temple du Bayonne avec ses têtes mystérieuses de Bouddha, il y en a plus d'une cinquantaine, et le roi Yavarman VII. Ici, le roi est en combat parce qu'il a mené beaucoup de combats contre les Cham, les Vietnamiens, et contre les Siam, qui étaient les Thaïlandais, pour agrandir son empire. Et puis ici, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer quelques danseuses célestes qu'on appelle les apsaras, que l'on retrouve sur tous les bas-reliefs des temples d'Angkor. Angkor est une grande surface d'environ 60 km sur 60 km, et il y a plus de 70 temples, donc ça ne se visite pas en un jour. Il faut, si vous voulez y aller, prévoir 3 à 4 jours pour visiter Angkor. C'est une des grandes merveilles du monde. C'est une des merveilles du monde.
Malheureusement, après cette période glorieuse, il y a eu une période de déclin. Le bouddhisme, on est passé du bouddhisme Mahayana au petit véhicule, du grand véhicule au petit véhicule, mais surtout, pourquoi il y a eu cette période de déclin? C'est pour deux raisons principales. D'abord, une sécheresse progressive avec l'irrigation qui venait du mont Culène et qui s'est asséchée et qui n'a plus permis d'entretenir les rizières qui faisaient la richesse d'Angkor. Et puis, avec les combats génocidaires déjà, avec les empires d'à côté, c'est-à-dire avec le Siam et les Cham. Et cet empire qui était immense, qui comprenait la Birmanie, qu'on appelle le Myanmar, la Thaïlande, qui comportait jusqu'à la Malaisie, s'est réduit pour devenir ce petit royaume qui est ici. Et en particulier, il a perdu tout le sud de la Cochinchine, qui appartient maintenant au Vietnam. Vous savez que le Vietnam est divisé en trois parties, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Eh bien, cette Cochinchine, quand on y va pour visiter, par exemple, le delta du Mékong, on est très frappé de l'habitus des habitants qui est typiquement cambodgien et non pas vietnamien comme au nord du Vietnam. Et là, les Cambodgiens ont des récriminations vis-à-vis des Vietnamiens, mais ils ne récupéreront jamais la Cochinchine. Alors, le protectorat français, très important, l'influence de la France. En fait, c'est le roi An Duong qui a fait appel à la France et à ce moment-là à Napoléon III, mais Napoléon III n'est jamais venu au Cambodge. En fait, il a envoyé une expédition qui a remonté depuis la mer de Chine, dirigée par Doudard de Lagrée, qui a remonté le Mékong. Et dans cette expédition, il y avait Francis Garnier et surtout Louis de la Porte, dont vous pouvez admirer les moulages des statues cambodgiennes que vous trouvez actuellement au musée Guimet à Paris. C'est sous le protectorat français qu'est apparue l'Indochine française, qui comportait la Cochinchine du Sud, l'Annam, le Tonkin, le Laos et le Cambodge. C'est ça l'Indochine française. Alors déjà dans cette période, le protectorat français a été une période très importante. Nous avons introduit des moyens scolaires et universitaires, l'administration, mais en fait pour l'administration c'est un peu compliqué parce que difficile de trouver des fonctionnaires français qui acceptaient d'aller au Cambodge et l'administration, ils en ont beaucoup souffert les Cambodgiens, l'administration était assurée par des employés d'origine vietnamienne. Dans cette période, la France a fait un gros apport sur le plan médical. Alors, j'ai cité quelques-uns ici. L'hôpital Preah Mela, qu'on appelle l'hôpital mixte à Phnom Penh, a été fondé en 1891. À l'origine, c'est un hôpital civil et militaire. Il existe toujours. C'est maintenant un hôpital militaire. En 1901, il y avait jusqu'à 1000 malades hospitalisés, essentiellement pour des maladies médicales. Il n'y avait que 2 médecins français. À cette période, il y avait déjà une grande disparité de soins entre la capitale et les provinces. En 1946, a été créée l'école des officiers de santé, dont je vous reparlerai car elle est devenue université plus tard. Mais le protectorat, qui s'est très bien passé, qui s'est très bien terminé, sans un mort et un blessé, s'est terminé en 1953, car le roi Sihanouk a pris le pouvoir avec l'accord de la France et l'indépendance a été accordée au Cambodge en 1953. Le roi Sihanouk avait pour but, c'était le début de la période, on était en pleine guerre d'Indochine, de faire du Cambodge un pays neutre. La période post-indépendance, ce qu'on appelle le Sangkum, a été marquée par le déclin de l'influence médicale française, parce que le roi fait appel aux pays voisins, à l'Amérique d'ailleurs, aux États-Unis et même à la Russie. En 1956, a été fondée une école de médecine qui est devenue en 1963 faculté de médecine. Et le premier doyen, le professeur Missamdi, qui était un radiologue, a fait passer la première thèse en 1963, déjà écrite en français, car il a institué dans cette faculté que la langue de travail
serait le français. D'autre part, en 1958, la France a construit ce qui allait devenir le grand hôpital Calmette, qui a attiré vraiment les patients de toute l'Asie du Sud-Est et qui a été un hôpital absolument magnifique. Il est redevenu, mais je vous en reparlerai. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, le général Longuenol, républicain de droite, poussé par les Américains, a chassé et destitué Sihanouk en 1970, créant la première République du Cambodge, dont il est devenu le premier président sous influence américaine. Alors, à partir de cette période, il est difficile de dissocier, bien sûr, l'histoire du Cambodge de l'histoire du Vietnam voisin qui était en guerre. Vous vous rappelez qu'entre 1946 et 1954, il y a eu la guerre d'Indochine. Guerre d'Indochine avec la France, bien sûr, dont le Cambodge est resté complètement neutre et complètement en dehors. Mais nous avons accordé, Vincent Auriol a accordé l'indépendance du Vietnam en 1949, et je vous rappelle qu'en 1954, c'était la terrible défaite de Dien Bien Phu. Sihanouk avait pris le pouvoir un an auparavant, puis c'était les accords de Genève, et le Vietnam a été divisé en deux, Vietnam du Nord, dirigé par Ho Chi Minh, Vietnam du Sud, Bao Dai. Malheureusement, entre 1955 et 1975, a fait suite la guerre du Vietnam, d'abord entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, donc communistes contre libéraux. L'intervention américaine a commencé en 1965, et là, un phénomène très important pour l'histoire du Cambodge a été que les Américains ont voulu stopper ce qu'on appelle la piste Ho Chi Minh, qui permettait de contourner les montagnes du Vietnam et aux Viet Minh du Nord de venir jusque vers Saigon. Et les Américains ont bombardé terriblement le nord-est du Cambodge, la région de Mondulkiri, de Ratanakiri. Ces bombardements ont été effroyables. En 1970, environ 539 000 tonnes de bombes ont fait de 300 à 500 000 victimes au Cambodge, victimes civiles. Et cela a marqué le Cambodge de manière terrible. Moi, j'ai visité récemment la région de Mondulkiri. Ça ressemble à la Suisse parce qu'on ne retrouve plus un palmier, on retrouve ça a repoussé de manière, comme c'est un peu en altitude. Ils ont dénaturé complètement le Cambodge. Alors, Saigon a chuté en 1975. Les Américains se sont retirés à peu près en 1973. Voilà les grandes dates que je voulais vous rappeler auparavant. De 1975 à 1979, c'est la période terrible, la période génocidaire, la période du régime Khmer Rouge. C'est l'année zéro décrite dans le livre du père Ponchon. Alors, on sentait venir une révolte venant du Nord par des chefs cambodgiens qui étaient venus se former en France, d'ailleurs, il y a quelques années auparavant, qui avaient transité par la Chine et qui, profitant du désarroi des jeunes dans les campagnes bombardées par les Américains, ont trouvé un terrain favorable pour se révolter contre les villes, contre les bourgeois des villes. Et ils sont entrés à Phnom Penh le 17 avril 1975. C'est l'année zéro. En 2 heures, ils ont déporté toute la population depuis Phnom Penh, chassant toutes les élites de Phnom Penh dans la campagne, en prétextant d'un bombardement prochain de Phnom Penh par les Américains, bombardement qui n'a pas eu lieu. Ils ont institué l'Angkar. L'Angkar, c'est une espèce d'utopie agraire qui instituait un régime ultra-maoïste, plus terrible encore que le maoïsme lui-même, chassant donc, je vous ai dit, tous les intellectuels et les religieux. Ils ont systématiquement tué tous les bonzes et ils ont cloisonné
gens dans des centres de rétention, dont le plus célèbre est le camp S21 à Phnom Penh, qu'on appelle le camp de Tuol Sleng, qui était dirigé par le terrible Douche, que j'ai rencontré. Douche vient de mourir il y a à peu près un an. C'était un ancien professeur de mathématiques qui parlait parfaitement bien le français. Alors, dans cette période, ils ont fait à peu près 2,5 millions de morts sur une population de 7,5 millions d'habitants. Je vous rappelle que pendant la guerre de 14 en France, il y a eu 1,5 million de militaires tués. Bien sûr, il y a eu des civils, mais des militaires, il y en a eu 1,5 million. C'est vous dire le rapport. La population s'est sauvée comme elle a pu, vivant dans les campagnes, en mangeant des insectes ou des plantes, mais des centaines de milliers de Cambodgiens ont réussi à passer la frontière thaïlandaise et se sont réfugiés dans des camps thaïlandais. Ultérieurement, ils viendront en France ou aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis. Mais beaucoup sont venus en France parce que beaucoup de familles étaient venues en France pendant le protectorat. Et ils étaient attirés par l'idée de venir en France. D'ailleurs, ils parlaient, pour beaucoup, le français très bien, puisque je vous rappelle, c'était une élite. La guerre civile du Cambodge est complètement différente du Vietnam, parce qu'au Vietnam, il y a eu beaucoup de morts. Mais c'était toutes les populations, et en particulier, l'élite était plutôt protégée dans les grandes villes. Au Cambodge, on a systématiquement détruit tous les intellectuels, les avocats, les instituteurs, les ingénieurs, d'où un grand trou dans la population dont je vous reparlerai. Alors, je voulais rappeler qu'un de ces camps au Thaïlande est bien connu, c'est le camp de Khao Uy Dang, où un Lyonnais, Jean-Baptiste Richardier, s'est illustré. Il était très jeune au départ, dans l'appareillage et la rééducation des blessés par mine antipersonnelle. Plus tard, il a fondé avec d'autres l'association Handicap International, mondialement connue, et qui a quand même eu le prix Nobel de la paix en 1997, un Lyonnais. Alors, il faut vous dire qu'en France, cette période a été vécue de manière différente. Par exemple, dans Le Monde, dans le journal Le Monde, on a glorifié cette période comme une période d'euphorie populaire enthousiasmante. Et beaucoup d'hommes politiques avaient été aveuglés par l'arrivée des Khmers rouges qu'ils disaient libérer le Cambodge de la bourgeoisie et de l'influence américaine. C'est une période qui a été longue à comprendre et qui a été marquée sinon par le silence, voire par l'incompréhension, mais parfois même par l'admiration de nos édiles, de nos élites. Là, j'ai fait une photo de Pol Pot, qui a dirigé le Cambodge pendant cette période, frère numéro 1 avec frère numéro 2, etc. Et nous avons visité à Long Ven, où il a été crématisé. Il a été... Ici, c'est l'endroit qui lui sert de tombe et qui est encore honoré de nos jours avec de l'encens et avec des lotus. Alors, j'ai posé la question de comprendre comment est-ce possible qu'on honore encore la tombe de Pol Pot. Et on m'a expliqué que certaines personnes cambodgiennes un peu naïfs espéraient gagner à la loterie nationale en remerciant Pol Pot. Et dans cette période terrible, la médecine a subi un coup effroyable. Tout a été détruit, les hôpitaux, et on a installé une médecine de base inspirée par la révolution culturelle chinoise avec suppression des médicaments, pénurie de médicaments, traitement des malades par les médecines traditionnelles, indiennes et chinoises. Destruction de tous les hôpitaux, en particulier de l'hôpital Calmette, qui est devenu une porcherie, mais vraiment une porcherie. Et on trouvait dans les campagnes quelques infirmeries rurales de très mauvaise qualité. Alors, sur le plan médical, en 1975, à la faculté, il y avait un corps professoral avec 19 professeurs, dont 6 en chirurgie, 4 professeurs français, 431 thèses avaient été soutenues en 1975. Et il y avait quand même déjà quelques cliniques privées dans Phnom Penh. Et cette photo que j'ai prise à Phnom Penh, dans la faculté, a pour but de vous montrer
quelque chose qui est impressionnant. J'ai marqué en rouge, au marqueur rouge, tous les gens qui ont été systématiquement assassinés, professeurs, chefs de clinique, assistants, maîtres de conférences à la faculté. Les Khmers rouges sont rentrés dans la faculté et ils ont transpercé les orbites avec des tisons ardents et ils ont tué systématiquement. Il y avait 531 médecins en 75 à l'université, à Phnom Penh, 42 survivants en 79 et une vingtaine se sont enfuis du Cambodge. Donc, il y avait véritablement un trou humain après cette période. Alors, a fait suite une période que certains appellent la période de libération vietnamienne, qui a commencé le 7 janvier 79. Les Viet Minh du Nord ont libéré, mais beaucoup de Cambodgiens disent en fait occupé. C'est pour ça que j'ai marqué occuper le Cambodge, pendant instituant la République populaire du Kampuchéa. Ils ont occupé le Cambodge pendant 10 ans. Période pas facile encore, parce qu'un certain nombre de personnes se sont enfuies et on trouve encore dans la région des réfugiés politiques qui ont fui le Cambodge. Je voulais vous dire qu'il y a 2600 familles dans la région Rhône-Alpes, 2600 familles cambodgiennes, et donc on en est maintenant à la 3e génération, ça fait à peu près 17 à 18 000 Cambodgiens. Alors les Khmers rouges se sont retranchés au nord-ouest, truffant le pays de mines antipersonnelles. Ces mines antipersonnelles avaient pour but de bloquer les Vietnamiens, mais en fait, elles ont fait des milliers de morts et de mutilés, surtout parmi les Cambodgiens, et on trouve encore actuellement des invalides de ces mines, et en particulier chez les enfants. Autre chose qui peut choquer, c'est que les Khmers rouges ont conservé leur siège, les Khmers rouges ont conservé leur siège aux Nations Unies jusqu'en 1993. Donc, après, il y a eu cette période socialo-communiste, 10 ans. Pendant cette période, la faculté de médecine a réouvert en 1981. La langue de travail était le français, en 1980, pardon. Et les étudiants, ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Ils ont été formés dans des pays communistes, au Vietnam, en Allemagne de l'Est. Beaucoup sont allés à Cuba. Le niveau de la médecine à Cuba était très élevé. Et j'ai rencontré beaucoup de médecins cambodgiens qui ont eu une très bonne formation à Cuba. Puis il y a eu la période dite des ONG, où Médecins sans frontières, Médecins du Monde, la Croix-Rouge ont fait des actions très favorables au Cambodge, mais surtout dans les campagnes et dans les hôpitaux provinciaux, plus qu'à Phnom Penh. Alors après, on arrive à l'histoire que j'ai connue, c'est l'histoire moderne du Cambodge. Après cette occupation vietnamienne, le Cambodge a été remis aux forces de l'ONU, au casque bleu de la PRONUC. Pour le Cambodge, c'était une période heureuse parce que c'était une véritable manne financière. Les soldats ont dépensé beaucoup d'argent dans la capitale, de là la prostitution, mais malheureusement aussi, ils ont amené le sida qui n'existait pas au Cambodge auparavant et qui est devenu une plaie effroyable. Maintenant, on est sorti, mais c'est la PRONUC qui a amené le sida au Cambodge. En 91, en octobre 91, ont été signés les accords de Paris et ceci a conduit, Sihanouk est revenu au pouvoir. Il y a eu un parcours très compliqué à comprendre à Sihanouk. Il faut lire et lire pour comprendre. Et il y a eu des élections libres en 1993 et de là, 2 vice-premiers ministres, Hun Sen, dont je vais vous reparler, qui était à l'origine mise en place par les Vietnamiens du Nord, le PPC, le Parti communiste cambodgien, et Ranariddh, le fils aîné de Sihanouk, le Phon Sipek, c'est le parti du roi. Donc, 2 vice-premiers ministres. Ça ne pouvait pas durer longtemps. Et effectivement, en 1997, Hun Sen a fait un coup d'État. Il a évincé Ranariddh. Il a pris le pouvoir tout seul. Alors, certes, il y avait une opposition qu'il a bien tenue. Et c'est le parti du sauvetage cambodgien dirigé par Sam Rainsy. Sam Rainsy, c'est un avocat qui vit maintenant à Paris, qui est interdit de séjour au Cambodge. L'opposition est bien muselée au Cambodge actuellement. Pol Pot est mort en 1998, donc dans le nord du Cambodge. Le Cambodge a pu adhérer à l'ASEAN
l'Association des nations d'Asie du Sud-Est en 1999, donc très tardivement. En 2004, abdication de Norodom Sihanouk en faveur de son fils, Norodom Sihamoni, qui est sur l'image ici, à côté de sa mère, la princesse, la reine Monique, ici, vous avez Sihanouk ici. La reine Monique est toujours en vie. J'ai rencontré 2 fois Sihamoni. C'était un ancien danseur, chorégraphe de Budapest. En 2009 a été institué un tribunal pour juger les Khmers rouges, qui sont tous en fait décédés peu à peu. Il n'y a pratiquement plus de chefs Khmers rouges en vie. Et en 2012, le roi père, le roi Sihanouk, est lui-même décédé. Et Hun Sen, Premier ministre, toujours en 2021, c'est le plus ancien Premier ministre du monde depuis 28 ans. Alors maintenant, je voudrais vous dire quelques mots sur le Cambodge actuel. Le Cambodge actuel, dans la conjoncture maussade qui précédait juste l'épisode de la pandémie, était un pays qui a fait un bond en avant extraordinaire, avec une croissance très marquée, puisque pendant près de 10 ans, le produit intérieur brut progressait de 7,5% par an chaque année. Et ceci sous l'influence d'une forte dollarisation. Les Américains ont perdu la guerre en Asie du Sud-Est, mais ils ont gagné la guerre économique, et la monnaie de l'Asie du Sud-Est, c'est le dollar, l'US dollar. Mais dans ce monde de globalisation, le Cambodge est un pays profondément rural où on retrouve des scènes de ce style. Une économie qui est ouverte sur l'ASEAN, qui représente maintenant 630 millions d'habitants. Donc, c'est un véritable porte-avions pour nous sur le plan économique. La campagne, très grosse différence entre les villes et la campagne. La campagne reste pauvre, mais les paysans migrent malheureusement trop vers les villes. Et cela, d'ailleurs, sur le plan économique, est important car il y a une demande potentielle de biens de consommation et de services publics. Alors, les 4 piliers de l'économie du Cambodge sont la confection, avec l'installation d'usines très importantes dans la banlieue de Phnom Penh, où les employés, qui sont souvent des femmes, touchent un salaire de l'ordre de $180 par mois. Les usines ont fermé au début de la pandémie, maintenant elles ont rouvert pour la plupart. On retrouve les grandes marques américaines que vous connaissez, Nike, Gap. Au départ, c'était une idée de favoriser cela sur le plan économique, bien sûr, mais aussi Hun Sen voulait, et il a réussi, supprimer la prostitution en bloquant les jeunes filles dans les usines de confection. Le deuxième pilier, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est très important au Cambodge. Malheureusement, comme vous le savez, depuis 1 an et demi, tout est bloqué. Il n'y a plus de tourisme au Cambodge. Les hôtels, les restaurants sont fermés. Et ça, c'est terrible parce que c'est 1/3 du produit intérieur brut. La construction et l'immobilier sont un boom formidable sous l'influence très marquée de la Chine. Et on voit tous les ans, quand je vais à Phnom Penh ou ailleurs, de nouveaux buildings qui d'ailleurs détériorent le paysage, bien sûr, très souvent parce qu'ils ne sont pas construits aux normes asiatiques, mais plutôt aux normes chinoises classiques. Et ça fait beaucoup d'immeubles sans caractère. L'agriculture, très importante, bien sûr, avec les exportations du riz. Je vous rappelle que le Cambodge a eu à 3 reprises le prix mondial de la meilleure qualité de riz. Vous connaissez sans doute le riz jasmine, le riz rumdol, et c'est un riz très particulier. Quand on est habitué à ce riz, on ne peut plus manger d'autres qualités de riz. Mais on trouve aussi le poivre de Kampot est très célèbre. Et puis le café maintenant dans la région de Mondulkiri. Les exportations se font beaucoup vers les pays d'Asie, un peu avec la France. Et on voit de plus en plus disparaître ces scènes traditionnelles au profit maintenant d'une mécanisation de l'agriculture. Alors, le Cambodge doit faire face quand même à de nombreux défis.
vulnérabilité par manque de main-d'œuvre qualifiée, bien sûr, dépendance importante de l'aide internationale, fragilité du système bancaire qui est insuffisamment autofinancier, et puis depuis 1 an et demi, retentissement dramatique de la crise sanitaire. À ce propos, on assiste ces jours-ci à une remontée de la crise pandémique, de la pandémie au Cambodge, qui est complètement confinée actuellement, et il est très difficile d'aller au Cambodge. Il faut faire 15 jours de confinement, de quatorzaine avant de pouvoir rentrer sur le terrain. Au Cambodge, il faut subir des tests, etc. Et dès qu'il y a le moindre cas positif dans un immeuble, tout le monde est bloqué dans l'immeuble. Tous les cas contacts, on n'a plus le droit de se sortir. Et je reçois des photos de Phnom Penh qui est complètement désert actuellement. Les relations avec la France, bien, il y a de très grandes entreprises au Cambodge françaises, Air Liquide, Vinci, Accor, Decathlon, etc. Et elles étaient très importantes dans le monde de la santé, subi un contre-coup quand même, comme vous le savez, notre industrie du médicament, qui était le premier poste d'exportation il y a encore une dizaine d'années, est un peu en chute libre. Il y a quand même un institut Pasteur qui est de grande qualité. On exportait beaucoup de vaccins, mais il n'en est plus le cas actuellement. Alors, l'Institut Pasteur est un laboratoire P3 très important. Vous vous rappelez sans doute pour certains que Brigitte Barré-Senoussi a participé et a eu le prix Nobel pour la découverte du virus du sida. Il y a 2000 petites et moyennes entreprises françaises et on considère environ 7 à 8 000 travailleurs français au Cambodge. Alors, le Cambodge, il y a des exportations, des importations. Je voudrais surtout vous insister sur l'influence de la France dans le domaine culturel, qui reste très marqué et important à l'heure actuelle. L'établissement de Français d'Extrême-Orient participe encore à la restauration des temples d'Angkor. C'est François Fillon qui avait inauguré le dernier temple restauré par la France, le temple du Bapouane. Il y a un institut français à Phnom Penh qui est l'ancienne Alliance française. On retrouve aussi à Siem Reap et à Battambang, les grandes villes du Cambodge. Il y a un lycée français de très grande qualité qui est le lycée René Descartes. À ce propos d'ailleurs, il y a d'autres lycées, mais c'est le seul baccalauréat qui est reconnu, c'est celui donné par le lycée René Descartes, reconnu en France. Il y a 1100 élèves et 60% de Cambodgiens, dont certaines, beaucoup, reçoivent des bourses allouées par l'ambassade de France. Alors la France a tout de même des handicaps dans ses relations avec le Cambodge, l'économie à l'anglo-saxonne, le recul de la francophonie indiscutable, une trop faible présence de la France dans le monde du commerce. Il y a des grands magasins, il y a des grandes concessions d'automobiles françaises, mais on n'en retrouve pas de voitures françaises parce qu'il n'y a pas de service après-vente. Puis un manque de dynamisme vis-à-vis de la compétition internationale. J'ai remis cette photo que j'ai prise pendant les fêtes des eaux, la fête des eaux, des courses de pirogues qui ont lieu sur le fleuve devant Phnom Penh, qui sont très impressionnantes et qui attirent les foules chaque année. Les relations du Cambodge avec l'ASEAN sont maintenant au premier plan. Les jeunes sont attirés par les pays de l'ASEAN et bien au-delà, le Japon, la Corée du Sud et même jusqu'en Australie. Alors j'en viens à l'aspect médical. Je vais faire un rapide panorama de la médecine au Cambodge. Il y a 5200 médecins environ, 4000 généralistes, 1200 spécialistes. Ils sont surtout concentrés à Phnom Penh. Pourquoi? Parce que c'est à Phnom Penh qu'on trouve les cliniques privées. Et il faut gagner sa vie, comme le salaire à l'hôpital n'est pas très élevé, vous voyez, au maximum $300 par mois. Les médecins sont obligés, comme on faisait en France dans les années 50-60, d'aller dans les cliniques privées pour arrondir les fins de mois, parce que la vie est tout de même a beaucoup augmenté, en particulier ces dernières années. Le prix de l'essence est pas très loin d'être voisin du prix de l'essence en France. Les logements sont très chers à Phnom Penh. Tout ça nécessite de $300 par mois, ça n'est pas suffisant. Et de ce fait, les médecins ne vont pas beaucoup dans les villes secondaires parce que les cliniques privées marchent moins bien. Il y a moins de riches dans les villes secondaires qu'à Phnom Penh.
Il y a indiscutablement une médecine des riches et une médecine des pauvres, des indigents. Les consultations sont trop chères pour beaucoup et beaucoup de Cambodgiens font encore appel à la médecine traditionnelle, aux gourous dans les campagnes qu'on appelle les crous, le crou, consulter en premier lieu, ce qui explique les arrivées trop tardives de patients avec des cancers avancés, avec des fractures mal consolidées à la consultation dans les hôpitaux à Phnom Penh. Le Cambodge, le système médical du Cambodge a indiscutablement des problèmes organisationnels, car à Phnom Penh, il y a 7 grands hôpitaux, mais ce n'est pas un véritable CHU comme à Lyon. Ces hôpitaux sont tous un peu concurrentiels les uns des autres. Il y a une coexistence, voire une compétition des systèmes publics et des systèmes privés. Je rappelle que tous les médecins ont un exercice mixte, mais la vie à l'hôpital est assez compliquée parce que l'hôpital est déserté par les médecins et les infirmières vers 13h, 14h, car il faut aller gagner sa vie en ville. Et une grande différence aussi entre les hôpitaux de la capitale et les hôpitaux provinciaux. J'ai mis ici une vue de l'hôpital de Battambang qui s'est modernisé maintenant, mais la première fois que j'y suis allé, c'était à peu près ça. Donc des problèmes d'hygiène, des problèmes d'hospitalisation, comme vous pouvez le constater. Le recrutement des hôpitaux se fait essentiellement par les urgences. Beaucoup d'urgences. Il n'y a plus maintenant beaucoup de plaies par mine antipersonnelle, beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais il y en a encore. C'est surtout l'accidentologie qui est le premier recrutement. L'accidentologie des accidents du travail et de la circulation. Terrible, les accidents de la circulation. Vous voyez que le paludisme, c'est plus très important. En 2015, il y a eu encore 10 décès, mais c'est très bien contrôlé. Il n'y a pas de forme neurologique de paludisme. Les consultations hospitalières, elles sont souvent mal organisées. C'est notre rôle d'aider à les réorganiser, d'améliorer aussi l'hygiène et la décontamination qui sont souvent insuffisantes. Ceci entraîne indiscutablement une fuite des patients riches vers l'étranger, Ho Chi Minh Ville, Bangkok, Singapour. Et ça, c'est à mon grand désarroi parce que certains des jeunes qui nous entendent maintenant sont d'excellents médecins. Il y a maintenant un niveau médical qui s'est beaucoup amélioré au Cambodge, à la fois sur le plan technique et sur le plan intellectuel. Et beaucoup de soins peuvent être réalisés non seulement dans les hôpitaux publics et privés, mais dans les cliniques aussi de Phnom Penh. Tout ça est dû au fait qu'il n'y a pas de système social, pas de couverture sociale au Cambodge. Tout repose, tout est payant. Les médicaments, les interventions, les prothèses sont payantes. Alors, de plus en plus, les jeunes prennent quand même des assurances privées et les malades font, comme je vous le disais, souvent appel en premier à la médecine traditionnelle, ce qui explique que trop de malades sont vus à des stades avancés de leur maladie. Alors, cette photo est là pour illustrer le moment très important des accords de Paris en octobre 1991, qui a entraîné la reprise de la coopération institutionnelle après le génocide des Khmers rouges. Ici, sur cette photo, vous reconnaissez le prince Sihanouk, Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères du temps de président Mitterrand, et le jeune Hun Sen. C'était la signature du programme en octobre 1991. Il y avait la France, à la demande des Cambodgiens, a accepté d'apporter son aide dans 11 projets. Le 11e de ces projets, c'était la santé. Le roi Sihanouk est revenu au pouvoir donc à nouveau en 92. En 93, entre le gouvernement français de François Mitterrand et le Conseil national suprême du Cambodge, a été signé un accord cadre. Et sur le plan de la santé, l'idée était de créer un espace hospitalo-universitaire autour de l'hôpital Calmette, autour de l'Institut Pasteur et autour de la faculté de médecine, qu'il fallait rénover entièrement et reprendre à zéro. Les fonds ont été alloués par les crédits venus du ministère des Affaires étrangères. Je me suis beaucoup impliqué à ce niveau-là, dans le but de restaurer l'hôpital Calmette et la faculté. La région Rhône-Alpes
et son secteur des relations internationales a assuré des crédits pour la mobilité internationale entre 2003 et 2011 qui ont permis le financement de nombreuses missions sur lesquelles je vais revenir dans un instant, 8 à 10 missions par an environ, assurées par des enseignants, médecins et chirurgiens français, professeurs, dont beaucoup de Lyonnais. Beaucoup de mes collègues de Lyon ont été attirés, j'ai pu les attirer pour venir au Cambodge. Dans ce renouveau, je me suis associé au général Claude Dumurger, qui est un de mes très grands amis, qui a fait sa formation à l'école de santé militaire à Lyon et qui, dans les années 96-97, était en poste au Cambodge. À la fin de sa carrière, il a été mis à la disposition du ministère de la Santé cambodgienne et de l'université. Et c'est lui qui m'a attiré au Cambodge, on peut le dire. Alors pourquoi nous? Moi, j'étais à ce moment-là président du Collège français de chirurgie viscérale et digestive. Lui, il était chirurgien, vrai chirurgien militaire, très fort en chirurgie. Il savait très bien faire la chirurgie. Il aidait à la direction du service de chirurgie de l'hôpital Calmette, mais il ne savait pas comment fonctionnait une faculté. Et c'est ainsi qu'on a décidé, qu'il m'a entraîné, et que je suis allé faire une mission exploratoire au Cambodge. Mission exploratoire où j'ai été, en 96-97, très impressionné, très marqué par ma première mission, marqué par la pauvreté, le désarroi de la population, par le spectacle des enfants dans les décharges publiques. Et ça, c'est quelque chose qui nous a tous impressionnés. Il y a M. Allenay qui est là et qui est le consul de Corée, qui sait très bien de ce dont je veux parler. Par les plaies par mine antipersonnelle, j'ai vu arriver à l'hôpital Calmette des patients éventrés, des membres arrachés. Ça m'a beaucoup impressionné, je n'avais jamais vu ça en France. Par les indigents entassés à l'hôpital dans des conditions très aléatoires, et par les désirs de la population et le désespoir de la population qui avait des besoins immenses. À mon retour, j'ai pu convaincre les collègues du Collège de chirurgie de participer à des missions au Cambodge, le ministère des Affaires étrangères pour nous financer, et voilà, c'était le début de l'aventure que nous avons rapporté dans de nombreux articles. Et ici, je suis associé à Claude Dumurger, qui était un des premiers papiers faits dans les annales de chirurgie sur le renouveau de l'enseignement de la chirurgie générale au Cambodge. À Phnom Penh, à mon arrivée, j'ai pu constater qu'il y avait un grand nombre d'hôpitaux, dont les plus importants sont l'hôpital Calmette, influence de la France, l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique, où il n'y a aucune influence soviétique maintenant, mais il a été construit avec l'aide financière des soviétiques pendant la période intermédiaire. Et puis, il faut citer encore l'hôpital Kantabopa pour les enfants, influencé par la Suisse, l'hôpital Koh Samak, maintenant, complètement aux mains des Chinois, l'hôpital national pédiatrique, qui est en plein progrès. Dans les 23 villes de province, il y a maintenant des grands hôpitaux dont le niveau s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Je citerai l'hôpital de Battambang, l'hôpital de Siem Reap. À Siem Reap, il y a énormément de touristes, donc l'hôpital a fait un bond en avant. Voici la faculté de Phnom Penh, la faculté des universités des sciences de la santé, mais qu'on appelle la faculté de médecine. Vous voyez que sa façade n'est pas sans rappeler, elle a été construite à la même période, celle de la faculté de médecine de Lyon, qui est bien sûr beaucoup plus grande. Ici, c'est l'entrée de l'hôpital Calmette, qui n'a plus aucun rapport, parce qu'on vient de construire ici un bâtiment de 11 étages, qui est pratiquement terminé pour l'accueil des urgences et pour la chirurgie. Ici, c'est les services de chirurgie à l'intérieur de l'hôpital Calmette, rénovés. Ici, je suis en train de faire une intervention chirurgicale, parce que j'ai beaucoup opéré à Calmette, à l'hôpital de l'amitié khméré-soviétique, aidé ici par Claude Dumurger. Monsieur Deloche de Paris, bien connu, l'homologue de notre ami Deloche, président de la chaîne de l'Espoir, a fondé à l'intérieur de l'hôpital Calmette un pavillon de cardiologie où les interventions chirurgicales les plus avancées de cardiologie sont faites. Il y a environ 3 circulations extracorporelles, 2 à 3 circulations extracorporelles chaque jour. Alors, ce renouveau de la chirurgie,
ces faits a commencé, on peut dire, vers la fin de l'année 96, en 97, au départ avec Bordeaux, qui a vite abandonné. Lyon a pris le pas. Le coordinateur au Cambodge, c'était Claude Dumurger, et moi pour la France. Voici ici Claude Dumurger. Nous avons recréé une médecine à la française, comme je savais qu'elle fonctionnait dans nos hôpitaux et dans notre université en France, adoptant un schéma très voisin, instituant pour le 3e cycle un concours d'internat. La première promotion a passé son concours en 97. Comme il n'y avait pas de 2e cycle, il a fallu trouver des candidats. On a pris 45 jeunes médecins qui travaillaient dans les hôpitaux publics, et ce concours a donné lieu à une sélection qui a été très rigoureuse. On a gardé 17 internes pour la première promotion. C'était la première promotion, 97. Ça a continué d'année en année, sans interruption, et en 2020, c'était le concours d'entrée de la 22e promotion. J'ai pu faire signer avec l'Université Claude Bernard Lyon 1 un accord de coopération qui est renouvelé régulièrement et qui est encore fonctionnel actuellement. Alors, c'était le petit livre que j'avais écrit avec le programme d'enseignement de la chirurgie en France, que j'ai adopté aux pathologies qu'on rencontre au Cambodge, qui sont quand même différentes des nôtres, en particulier la traumatologie, les maladies parasitaires telles la bilharziose et autres. Alors, un enseignement théorique, s'inspirant de notre programme français, mais adapté au Cambodge, assuré par des missions d'enseignement de 15 jours. Et à partir de ces années-là, j'ai fait 1 à 2 missions par an régulièrement pendant mes vacances. Les cours sont faits en français, je vais y revenir, une sélection à l'entrée, un enseignement pratique et une remise des diplômes. La première promotion a été diplômée en 2000. À ce moment-là, l'enseignement de la chirurgie se faisait sur 3 ans, il se fait maintenant sur 4 ans. Alors, c'était la photo de ma première promotion en 97, les étudiants de la première promotion, dont beaucoup se reconnaissent peut-être ici et dont certains sont devenus professeurs. Ici, le jeune Dong Shai, qui est venu 3 ans en France, en particulier à l'hôpital de la Croix-Rousse, et qui est professeur de chirurgie thoracique et viscérale à l'hôpital Calmette maintenant. Ici, le meilleur orthopédiste du Cambodge, professeur Dong Boon, qui est à Koh Samak. Alors, ça n'a pas été simple, en particulier vis-à-vis de la concurrence des autres chirurgiens. Nous avons pu remettre, avec quelques difficultés, le premier diplôme en 2000. Et pour l'officialiser, j'ai réussi à faire venir à Phnom Penh le professeur Marc Deschavannes, que vous voyez ici. Ça n'a pas été simple. C'était le président de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Pour officialiser, ça m'a paru très important qu'il accepte de venir à Phnom Penh. Il a remis le diplôme aux jeunes chirurgiens ici. Ici, le professeur Dumurger et moi-même ici. Il y a quelques années, alors les médecins des autres professions dans l'ancienne bibliothèque de la faculté. Et le coup est parti. La 2e année, le prince Sihanouk, ici, a donné une bourse pour les étudiants de 100 à 200 $ par tête pour ceux qui venaient en France. Ici, c'est la 2e promotion. Ici, c'est une photo prise avec quelques étudiants de la 14e promotion. Vous voyez qu'il y a une féminisation de la chirurgie comme on le trouve dans le monde entier actuellement. Nous avons instauré beaucoup d'autres éléments de travail à la française, en particulier les thèses de doctorat. Une photo que je trouve parmi les plus impressionnantes, c'était les 431 thèses passées avant l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh, ici. Un trou de 20 ans entre les thèses en brun et les thèses vertes qui ont suivi. Le dernier étudiant, Sam Salan, était un gynécologue qui a fait une thèse sur le cancer de la vulve. Il a passé sa thèse le 5 avril et il a été assassiné 9 jours plus tard. Ce trou de 20 ans a été suivi par une reprise des thèses en français. Je m'y suis beaucoup appliqué. Et actuellement, en été 2020, il y avait plus de 1500 thèses qui ont été passées, dont 80% sont rédigées en français. Voici, comme en France, ici un étudiant qui prête serment et une thèse ici avec le doyen, avec les professeurs de Phnom Penh.
Alors, c'est important parce que ici, c'est une thèse sur le traitement de la bilharziose, une maladie parasitaire qu'on trouve au nord du Cambodge, qui donne des hémorragies digestives chez les jeunes. On a pu mettre au point un traitement chirurgical de ces pathologies et cette thèse, qui était relative à 52 cas de traitements chirurgicaux, a reçu en France le prix de thèse du Pharo à Marseille en 2002, 3 000 €. C'est donc la première fois qu'un Cambodgien avait un prix de thèse en France. À côté de ces thèses, nous avons recréé, comme en France, un congrès de chirurgie avec qu'on appelle les journées de chirurgie au Cambodge. Alors, ce congrès de chirurgie a lieu régulièrement depuis 1995. En 2021 a eu lieu le 26e congrès, mais ceci de manière par Zoom, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer pour aller au Cambodge. Alors voici un congrès classique avec la séance d'ouverture qui est ouverte à la cambodgienne avec les danseuses traditionnelles, les apsaras, qui sont souvent présentes à l'ouverture de la séance solennelle du congrès. Ici, c'était dans les anciennes salles du congrès. Maintenant, ça n'a plus aucun rapport. C'est immense maintenant. C'est modernisé. Mais j'ai mis cette photo. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le professeur Bernard Debré, urologue célèbre, qui était ministre c'est ma femme qui m'interrompt. Je m'excuse. Il était ministre de la coopération et j'avais réussi à le faire venir présider le congrès, un congrès ici. On a continué chaque année. Plus récemment, ce congrès a continué. Ici, il est patronné par maintenant l'Académie de chirurgie, dont j'ai été le président il y a quelques années. Et l'Académie de chirurgie aide à cette manifestation régulièrement. Ici, c'est le logo de l'Académie de chirurgie. Impressionnant quand même, parce qu'il est à la séance inaugurale, il y a l'ambassadrice, il y a les hymnes nationaux, et à 11 000 km de la France, à l'ouverture, il y a la Marseillaise. Je voudrais m'attarder un peu sur les stages de spécialisation en France, car à l'issue de l'enseignement de 4 ans maintenant, beaucoup d'étudiants désirent venir en France faire des stages pour obtenir un diplôme qui est français, qui est le DFMS ou DFMSA. Ici, nous sommes à l'aéroport de Phnom Penh au moment du départ des étudiants qui vont venir en France. Alors, ils viennent en France pour être faits en fonction d'interne. Ils sont financés par les grands CHU français. Et actuellement, dans la région lyonnaise, on a encore à peu près 5 à 6 étudiants qui sont en stage. Lyon a reçu à peu près 90 stagiaires entre 2000 et 2021 de toutes spécialités médico-chirurgicales. Ici, c'est une remise des diplômes à Lyon en présence du président de l'université, du doyen de l'université, le professeur Mauguière à Lyon. C'était toujours la première promotion qui reçoivent leur diplôme français. Alors, cérémonie, ils aiment beaucoup qu'on soit avec les robes pour cette cérémonie traditionnelle et les étudiants disent tous un petit mot de remerciement car ils sont très reconnaissants à la France de les avoir accueillis. Les professeurs français sont en général très satisfaits des Cambodgiens qui sont extrêmement présents la nuit comme le jour. Ils ont beaucoup participé cette dernière année à la lutte contre le Covid et il faut les en remercier. Alors, ils ont apporté au Cambodge toutes les technologies et les connaissances en France, les séances de concertation pluridisciplinaire. Ici, c'est la plaquette de l'hôpital Calmette. Très récemment, enfin non, il y a quelques années maintenant, avec l'aide de la France, a été mise en place la résonance magnétique, l'IRM. Et vous voyez que le jour de l'inauguration, les infirmières avaient le drapeau français dans l'enceinte de l'hôpital Calmette. Plus récemment, nous avons mis en place avec le professeur Xavier Martin, qui était chef de service au pavillon V à Édouard-Herriot, qui a accepté de venir au Cambodge et qui est directeur de l'école de chirurgie à Lyon. Nous avons fait sur le même modèle dans la faculté de médecine une école de chirurgie où il est possible de travailler sur la simulation, c'est très à la mode maintenant, de faire des interventions en célioscopie et de travailler sur l'animal. Voici ici
la manière d'enseigner la cœlioscopie sur des tables de cœlioscopie. Ici, c'est un étudiant urologue qui est rentré au Cambodge, qui était urologue à l'hôpital Calmette et qui a servi de moniteur pendant ses cours. Ici, c'est l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique. Ici, c'est l'hôpital Kosamak, qu'on appelle l'ancien hôpital des Bonzes. Alors ici, dans les campagnes, et en particulier dans les villes secondaires, les villes de province, les villes de référence, un étudiant de la première promotion, chef de service en urologie, en orthopédie, a fait de son hôpital le premier hôpital classé sur le plan provincial. C'est un orthopédiste qui réalise des interventions à la française. De cette formation que nous avons voulu, que nous avons développée, est issue environ plus de 250 chirurgiens qui sont venus se former en France sur environ 950, toutes spécialités confondues. Alors, je suis très fier de vous dire qu'ils sont pratiquement tous rentrés au Cambodge. Pas pratiquement, ils sont tous rentrés au Cambodge. Alors que dans la coopération que j'ai pu avoir avec d'autres pays, du Moyen-Orient en particulier, beaucoup sont restés en France à la suite d'un mariage avec des Françaises. 80% exercent dans la capitale, 20% dans les hôpitaux provinciaux de référence, de plus en plus, je dois vous dire. Certains professeurs de la première et de la deuxième promotion sont maintenant, certains étudiants de la première et de la deuxième promotion sont maintenant professeurs. Je pense que cette médecine à la française, on peut en tirer un bilan positif, qui s'est inscrit dans la tradition d'amitié médicale franco-cambodgienne, née pendant le protectorat. Nous avons pu reconstituer, à la suite de ce trou humain véritablement, où tous les médecins avaient été éliminés, la plupart des médecins, un véritable corps de chirurgiens et de médecins francophones. Alors moi, je me suis plus intéressé à la chirurgie, bien sûr, mais sur le modèle qui avait réussi de la chirurgie, les autres spécialités se sont calquées pour adopter quelque chose de très voisin de ce que nous avons pu faire. Les sociétés cambodgiennes d'orthopédie, d'urologie, de gynécologie se sont associées à nos sociétés filles françaises qui les ont parrainées. Et on trouve maintenant au Cambodge la plupart des spécialités chirurgicales. La dernière est maintenant la chirurgie plastique et reconstructrice, mise en place il y a 3-4 ans environ. Alors, on a pu élever le niveau des chirurgiens qui ont participé à la modernisation des hôpitaux. Ils ont pu influencer leurs administrations pour mettre à jour les nouvelles technologies. Ceci étant entièrement, et j'ai repris une phrase de professeur Pierre Marion, un de mes maîtres à Lyon, au bénéfice de ces échanges continus, se sont faits au bénéfice des malades et des blessés cambodgiens. Bilan positif lié essentiellement à ce binôme qui reposait sur le général Dumurger et sur moi-même en France. Grâce à ces échanges continus, on peut considérer que cette coopération bilatérale de terrain est un modèle qui a réussi. Très critiqué, certains la considèrent comme rangarde, peut-être trop pratique, mais qui est pourtant remise à jour par les Américains dans un article du Lancet, très grande revue mondialement connue, en août 2015. Il y a quand même des inquiétudes. Le ministère des Affaires étrangères a arrêté les fonds de solidarité prioritaires, c'est-à-dire le financement de nos missions, à partir de 2015. Il faut dire que sur le plan de la coopération et de la formation, la France a perdu son influence tant en Afrique qu'en Asie. Et les 2 derniers assistants techniques ont quitté le Cambodge, français ont quitté le Cambodge en 2016. Il y en avait 26 quand je suis arrivé au Cambodge en 1996. Cet arrêt du financement institutionnel était pourtant essentiel et maintenant nous sommes un peu dans un système que j'appellerais à la débrouille où nous nous faisons aider par des associations, par des fonds privés, en rappelant quand même que pour les jeunes faisant fonction d'interne, c'est nos hôpitaux français qui restent les véritables financeurs. Je crois que c'est très important parce que les jeunes Cambodgiens font des efforts énormes pour acquérir le niveau DELF B2 en français. Ils n'apprennent plus le français dans la petite école primaire comme autrefois.
Donc, quand ils commencent la médecine, ils ne parlent pas bien français et ils sont obligés d'aller se former à l'Alliance française, à leurs frais, à l'Institut français, à leurs frais, le matin avant d'aller à l'hôpital. Il faut avoir le niveau DELF B2, qui est quand même difficile pour un Asiatique, mais qui est absolument nécessaire pour que ces jeunes puissent communiquer avec les malades pendant les urgences et avec les infirmières. Et ils ont fait des efforts remarquables et il y va de notre crédibilité de leur fournir des postes. Et c'est vrai que Claude Dumurger et moi, nous nous attelons maintenant en France avec notre réseau de chefs de service dans toutes les villes de facultés françaises à trouver des postes pour tous. L'année dernière, il y a encore 96 étudiants, toutes spécialités confondues, qui sont venus en France, dont 25 chirurgiens. Indiscutablement, il y a une compétition internationale dans les pays anglophones, mais les jeunes ne vont pas dans les pays anglophones parce qu'ils aiment cette formation d'interne pratique à la française, sur le terrain, dans les blocs opératoires. Quand on va comme fellow aux États-Unis ou en Angleterre, on rentre à la bibliothèque, on travaille en chirurgie expérimentale, mais les responsabilités vraies auprès des malades sont très difficiles à acquérir. Le dernier projet, qui est maintenant malheureusement bloqué par l'histoire de la pandémie, c'est que j'ai voulu lancer la transplantation rénale au Cambodge avec l'aide des urologues. À Lyon, il y a eu beaucoup d'urologues. 17 sont venus se former dans nos services de médecine, remerciant le professeur Dubernal, le professeur Xavier Martin, le professeur Badet, qui se sont beaucoup impliqués. Alors, cette transplantation, je la voyais comme une activité multidisciplinaire et multi-institutionnelle. Ce n'est pas banal de faire travailler les différents hôpitaux ensemble au Cambodge. Le coût était parti avec un support financier assuré par la France et assuré par nos hôpitaux aussi pour les premières missions, et par nos hôpitaux et par l'université. Cependant, à cause de la crise sanitaire, arrêt brutal de notre projet, je ne sais pas s'il redémarrera, je souhaite qu'il redémarre, parce que vous savez que je ne suis pas urologue, mais moi j'y voyais plus loin la nécessité de mettre en place la greffe de foie au Cambodge, parce qu'il y a des besoins en matière de pathologie hépatique qui sont très importants. Et voilà cette vue de la compétition internationale avec les fêtes de la fête des eaux qui ont lieu au mois de novembre, où maintenant c'est une fête internationale. Il y a même des compétiteurs, j'ai vu des pirogues de Norvégiens et d'Australiens. Vous voyez, jusqu'à 60 hommes sur chaque pirogue. Et bien sûr, les craintes que j'ai, qui sont représentées ici par l'arrivée de la mousson sur les photos que j'ai faites sur les rizières de Phnom Penh, et qui nous inquiètent chacun. Alors, je voulais finir par dire quelques mots, parce que j'ai quand même fait un peu d'humanitaire au Cambodge, pas mal même, avec le professeur Sosata, qui était un de mes amis cambodgiens formé à Lyon à l'école de santé militaire, et qui est devenu rentré au Cambodge et qui était doyen à la faculté, puis ministre de la Santé, qui est revenu en France avec son épouse au moment de la période des Khmers rouges, et où il a été très difficile, mais grâce à Simone Veil, il a pu redevenir professeur en France, professeur de physiologie respiratoire à Lyon-Sud. Il m'a appris le Cambodge, c'est un peu mon père en ce qui concerne la compréhension du Cambodge et de l'Asie, parce que c'est compliqué à comprendre ce pays. C'est difficile à comprendre. Et il m'a tout appris, il m'a ouvert, car il était quand même ancien doyen et ancien ministre, tous les réseaux au Cambodge, et ça m'a facilité. Chaque fois que j'arrivais, je disais, je viens avec recommandation du professeur Sosata, ça facilitait les choses. Alors, nous avons fait, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, une association dans le but d'aider les hôpitaux démunis, d'aider à la formation médicale et de faire des actions caritatives et humanitaires. Voici ici le matériel que nous avons envoyé, 17 containers. Ici, le professeur Sosata, qui le samedi matin allait réviser le matériel, l'empaqueter pour qu'il parte par container et par bateau en direction de Sihanoukville. Alors, nous avons concentré notre action depuis 6-7 ans sur l'hôpital de Battambang. C'est l'emblème de Battambang, pour ceux qui connaissent. L'entrée de l'hôpital de Battambang. Ici, un module modulaire de compression de l'oxygène que nous avons pu livrer à Phnom Penh. Et puis ici, voilà une des missions que j'ai pu faire ici avec le président actuel
non, pardon, président récent de notre association avec quelques Cambodgiens et des infirmières françaises. Nous continuons, et c'est difficile, à envoyer des missions d'infirmières, d'étudiantes, mais en ce moment c'est très complexe. Cependant, dans quelques jours, par 2 étudiantes en pharmacie pour Battambang pour travailler sur la pharmacie de l'hôpital. Alors en conclusion, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce pays où la santé n'est pas le souci prioritaire du gouvernement, c'est sûr. Il y a d'autres soucis économiques en particulier qui sont très importants. Beaucoup à faire dans le domaine de la cancérologie qui se développe. Dans le domaine de la psychiatrie, c'est sûr que le drame des Khmers rouges a laissé des traces majeures et il y a un manque de psychiatres. J'ai mis ici le diabète parce que j'ai été très impressionné par le nombre de pathologies diabétiques et de malades diabétiques au Cambodge, la transplantation d'organes que nous espérons développer dans les années qui viennent. Donc, je pense que nous devons rester proches de nos collègues cambodgiens et répondre à leurs demandes. Ils sont très avides de médecine française. Et il serait dommage, je dis ça un peu pour nos édiles, pour nos institutionnels, il serait dommage qu'il n'y ait pas une suite et de voir disparaître dans ce pays l'influence de l'école de médecine française qui est encore très importante. J'ai mis, pour conclure, j'ai rappelé la devise du célèbre Yavarman VII, pour lequel j'ai indiscutablement une admiration, et vous voyez qu'il est très beau, hein, manifestement. Il y a énormément de statues de Yavarman VII au Cambodge. Une photo que j'ai prise sur les douves du temple Angkor Wat avec le coucher de soleil sur ces douves qui entourent et qui ont fait la richesse de la région d'Angkor, permettant l'agriculture, le développement d'une agriculture. Il y a eu jusqu'à 1 million d'habitants à la période d'Angkor, la période grandiose d'Angkor, alors qu'il n'y avait que 100 000 habitants à Paris et 90 000 à Londres. Et voilà le temple d'Angkor Wat pour finir. Je vous remercie. À toi, Président. Merci, professeur. On ne peut pas vous applaudir, donc, parce que c'est difficile. On peut le faire, mais de l'extérieur, voilà, pour cette très intéressante conférence qui nous a fait non seulement, je dirais, un peu voyager, bien sûr, dans la géographie de ce beau pays donc de l'Asie, mais qui nous a aussi surtout intéressés par son aspect médical et politique de l'évolution de ce pays. Alors, je vous remercie aussi d'avoir cité un de mes parents, Pierre Marion, le professeur Marion. Donc, c'est votre parent ? Oui, et ça permet de constater effectivement un grand plaisir de cette influence de notre école, je dirais, lyonnaise et française de la médecine. Il a été le premier président de l'Académie de chirurgie et j'ai été le deuxième lyonnais, président de l'Académie de chirurgie. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Et j'avais relevé cette phrase de son discours inaugural. Il m'a beaucoup influencé. Il était très favorable à nos échanges et il m'a dit de ces échanges incessants va naître un renouveau de la médecine en faveur des malades cambodgiens et des blessés. C'est sa phrase à lui. Et dans notre monde de la mondialisation, c'est vrai que vous avez raison d'insister qu'il ne faut pas perdre déjà tout ce qui a été fait, parce qu'on sait bien que la conjoncture peut parfois en décider temporairement autrement, conjoncture politique, on l'a vu avec ce massacre, ou conjoncture économique qui peut résulter de choix faits dans une pandémie, où chez nous, la santé, quoi qu'il en coûte, effectivement, au contraire, doit être mise en avant. Et donc, merci encore. Alors, je vais demander, on va passer à quelques questions. Alors, évidemment, compte tenu de l'horaire, peut-être pas trop tardive, mais qui pose la première question ? Moi, je veux bien. Bon, écoutez, je vous en prie. Alors, mais c'est plus des questions centrées sur la médecine. Que veut dire le laboratoire P3 ? Ah, ça, c'est mon petit-fils qui pose la question ? Oui. Je croyais qu'il allait me demander quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Bonjour Louis. Alors écoute, laboratoire P3, mais c'est une question intelligente parce qu'il faudrait faire sa médecine, Louis. Alors, la classification des laboratoires,
à Pasteur est bien connu. À Lyon, nous avons un laboratoire P4. On trouve dans notre laboratoire à Lyon des virus très méchants, et c'est une véritable enceinte très protégée quand on veut rentrer au laboratoire P3, au P4 à Lyon. Alors au Cambodge, chez P3, c'est un stade en dessous, mais ils sont très importants actuellement dans la détection sérologique et les tests RT-PCR pour le Covid. Et tu le vois, Louis, là? Merci, Louis. Et j'ai une dernière question. Ah, Quelle est la différence entre une école et une faculté de médecine? oui, une école de médecine, c'est une bonne question. C'est des officiers de santé, comme on trouve en Afrique. En Afrique, on a formé longtemps des officiers de santé capables de faire les interventions sous la responsabilité d'un chirurgien, mais ce n'étaient pas des véritables médecins. Les médecins, ils allaient se former à cette période-là à Hanoï. Et c'est pour lutter contre la vietnamisation médicale du Cambodge qu'on a créé une faculté de médecine à Phnom Penh et qu'on a pu remettre des diplômes de médecins à Phnom Penh. D'accord. Il faut laisser parler les autres maintenant, Louis. Oui, moi, je vais y aller. Du coup, merci beaucoup. C'était une superbe conférence. Merci à vous. Au revoir, Louis. Je vous en prie et bienvenue. Au revoir. Alors, Merci. donc, on apprend des choses fort intéressantes. Alors, on va peut-être une question. Je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de représentants du corps consulaire ou d'ailleurs. Donc, une question de votre part. J'ai vu qu'il y a Bruno Allené. Oui, si je peux me permettre. Est-ce que, Jacques, tu pourrais faire un petit parallèle avec les autres écoles de médecine des voisins, des pays voisins? Oui, la Thaïlande, c'est l'Angleterre. Oui. Après, les États-Unis. Le Vietnam, la France a eu beaucoup d'importance. Il y a encore des hôpitaux français, j'y ai d'ailleurs travaillé, à Hanoï et à Saigon. Mais maintenant, les Vietnamiens, ils ont franchi le pas et ils sont autonomes complètement. Et le niveau médical est impressionnant, il est excellent au Vietnam. J'ai été très frappé, par exemple, du développement de la cœlioscopie à Hanoï, très avancé. Mais ils sont beaucoup plus riches que le Cambodge. Hein. Et le Laos? Laos, la France a eu beaucoup d'influence. L'Institut Pasteur de Vientiane est très connu et le professeur de l'Académie de médecine, qu'on voit tout le temps, a été ancien président là, qui a des grosses moustaches. Non, à l'Académie de médecine, il parle sans arrêt à propos du virus. Bon. Autre question. Professeur Buisson, que vous voyez souvent à la télévision, qui fait partie de l'Académie de médecine, il a été pendant 5 ans à l'Institut Pasteur du Laos. Voilà, cherchez son nom. Alors, une dernière question peut-être? Si personne Très complet. Si personne ne prend la parole, j'ai vu que l'Institut Pasteur à Phnom Penh avait trouvé sur des prélèvements de chauves-souris il y a 10 ou 15 ans en arrière des virus proches du SARS-CoV-2 qui tendraient à prouver qu'il n'y avait pas qu'en Chine qu'il y avait des traces du virus qui nous impacte aujourd'hui. Tu as complètement raison. Et il y a beaucoup de grottes dans les montagnes, tant au Cambodge qu'au Laos, où il y a énormément de chauves-souris. Ces chauves-souris sont vectrices de virus. C'est certain. Hein. Les chauves-souris, c'est très mauvais. Hein. Très dangereux. Merci. Voilà. Écoutez, merci encore. Moi qui vous remercie. Non, merci. Georges Mention, je croyais que tu allais poser une question, Georges.
Non, moi je veux, si tu me donnes la parole, si vous me donnez la parole et si vous me permettez, je vous remercie déjà de m'avoir permis de participer à cette conférence de mon ami Jacques Beaulieu et j'ai été très impressionné par la partie historique et je suis admiratif de tout le travail qu'il a fait pendant toutes ces années dans un contexte difficile. Moi, je connais un petit peu le Cambodge parce que mes enfants y ont vécu pendant plusieurs années et j'ai fait plusieurs visites dans la période qui a suivi le génocide, enfin beaucoup plus près de nous. Et je sais que quand on parle du Cambodge, on parle d'un pays qui correspond à peu près, ce n'est pas du tout insultant ce que je veux dire, mais ce qu'on a pu connaître au Moyen-Âge chez nous, après, parce que toutes les élites intellectuelles ont été complètement détruites et il a fallu reconstruire toute l'élite, et ça demande plusieurs générations. On voit ça très bien à l'heure actuelle avec le grand voisin qui est plus à l'est encore, sans dire son nom. Mais la réalité, c'est que Jacques a fait un travail extraordinaire, surtout sur la durée. C'est absolument, avec Dumogé, ce qu'ils ont fait, c'est absolument fantastique. Et il faut absolument, effectivement, espérer que la continuité va être possible et que le gouvernement va permettre de donner les moyens pour que la francophonie persiste, parce que là, on a l'exemple du Cambodge, mais malheureusement, comme l'a dit Jacques, c'est partout que la lumière de la France s'éteint petit à petit pour des raisons qui nous échappent un peu, et malgré toutes les incitations qu'on peut faire, et malgré tout le travail bénévole, parce qu'il a tout ce qu'il a fait, c'est complètement bénévole. Alors, encore un coup, un grand bravo, et j'espère que tu pourras continuer encore longtemps et mettre en place les équipes pour pouvoir le faire. Parce que le Cambodge, malgré tout, est encore loin de son autonomie sur le plan médical. Merci. Bon, ben écoutez, il reste à vraiment remercier le professeur Beaulieu, effectivement, pour sa conférence et évidemment espérer, et je le souhaite tout comme vous, que nos jeunes puissent continuer de porter ce flambeau et qu'ils soient entendus par également nos jeunes politiques, puisque ce serait vraiment dommage de ne pas poursuivre et de continuer de développer ce que vous avez commencé et ce rayonnement de notre région dans le domaine de la médecine, alors ce qui est vrai pour l'Asie, ce qui est aussi vrai pour d'autres pays, je dirais, du monde. Je vais passer la parole juste quelques instants pour ne pas vous faire veiller trop tard, puisqu'on a quand même tous des contraintes horaires. Passer la parole à Robert. Donc, il y a des choses à nous dire. Robert, c'est à toi. Oui, je suis là. Bon. Et j'en profite aussi pour remercier tous nos intervenants que je n'ai pas beaucoup cités ce soir, mais je voulais quand même vous remercier à tous de vous brancher, de nous rejoindre dans cette période, parce que, bon, même à distance, on est quand même content de voir l'activité continuer et de pouvoir garder ce lien. Alors, précisément, on est content de voir l'activité continuer en attendant des jours meilleurs. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, comme très souvent, nous sommes très contents d'une excellente conférence à laquelle ont participé bien sûr de nombreux membres du groupe Paris-Lyon, mais également énormément d'invités, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas membres du groupe Paris-Lyon, mais qui reçoivent notre information et qui ont assisté à cette conférence. Et nous espérons bien sûr que parmi tous ces visiteurs, eh bien, certains d'entre eux auront envie de nous rejoindre. D'ailleurs, vous recevrez un petit courrier à cet effet. Voilà, ça c'est, vous avez l'habitude, je vous raconte toujours la même chose, mais c'est important.